Dans la dernière émission, nous avons vu que pendant 3 milliards d'années, les bactéries et les algues ont mené une longue vie solitaire sur la Terre. Nous avions terminé l'émission en disant que les métazoaires étaient apparus il y a 1,2 milliard d'années. Cependant, nous n'avons aucun fossile de métazoaires de cette période. Nous présumons qu'ils sont arrivés à ce moment-là simplement sur des évidences indirectes, principalement des résultats d'analyse de matière organique dans les roches sédimentaires. C'est vers les moins 600 millions d'années que s'est fait une nette accélération et qu'est arrivée l'éclosion de la vie métazoaire. Cette fois, nous possédons des fossiles pour le démontrer. L'histoire de la vie diversifiée tient donc dans ces derniers 600 millions d'années. Dans la première partie de cette émission, nous allons donc voir comment s'est fait cette explosion de la diversité métazoaire. Dans la deuxième partie de l'émission, nous verrons comment la vie a évolué à partir de cette explosion. Et finalement, dans une troisième partie de l'émission, nous allons voir que finalement, la vie a été régulièrement perturbée par des événements géologiques catastrophiques. Nous allons effectivement voir comment, durant ces derniers 600 millions d'années, une période courte, relativement courte, qui fait moins de 15 de l'existence de la Terre, comment la vie a eu ses hauts et ses bas. Je vous reviens donc avec notre horloge de la vie. Comme on l'a vu, c'est à 8h54, c'est-à-dire il y a 1,2 milliard d'années, qu'on a les premières traces de métazoaires. Mais c'est à 10h25 qu'on trouve les premiers véritables fossiles avec la faune d'Ediacara. On est ici à la toute fin du Précambrien. Je vous rappelle que les métazoaires sont des organismes pluricellulaires dont les cellules sont diversifiées et remplissent chacune des tâches vitales différentes, contrairement aux protozoaires qui sont des organismes unicellulaires dont les cellules remplissent toutes les fonctions. Avant de passer à l'étude des faunes qui nous intéressent, je voudrais ouvrir une brève parenthèse. Au tournant du 20e siècle, les paléontologues avaient été profondément influencés par la pensée de Darwin sur l'évolution, que la vie avait évolué progressivement à travers les temps géologiques du plus simple au plus complexe, c'était à toute fin pratique un fait acquis. Cette façon de voir avait une influence tangible sur la méthode paléontologique. Chaque organisme devait avoir un ancêtre qui était moins complexe que lui, on disait moins évolué, et des descendants qui, eux, étaient plus évolués. Lorsqu'on trouvait une forme énigmatique qu'on ne pouvait classer dans un groupe en particulier, on cherchait donc à quel groupe elle pouvait ressembler le plus, et à ce moment-là, on la classait dans ce groupe en disant, bien, on a trouvé l'ancêtre. Ça peut vous paraître caricatural, mais vous verrez, ça l'est si peu. Revenons à ces faunes de la fin du Précambrien. Voyons cette fameuse faune d'Ediacara. Pourquoi Ediacara? Bien, c'est simple, c'est parce que la première découverte a été faite dans les monts Ediacara en Australie. Depuis, on a retrouvé une vingtaine de sites répartis sur les 5 continents. Ce n'est donc pas une exception, c'est une faune répartie mondialement. Et ça, c'est un point important à noter. Il ne s'agit pas d'un assemblage d'organismes qui seraient nés en un point particulier, en un endroit particulier, sous des conditions spéciales. C'est une faune mondialement répartie, ce qui signifie que ça représente véritablement une étape dans le développement de la vie. Une caractéristique importante de la faune d'Ediacara, c'est qu'elle ne contient pas de squelette minéralisé. Elle n'est représentée que par des empreintes sur le sédiment. On est donc contraint de reconstruire ces organismes, ou du moins le type d'organisme, à partir de ces empreintes sur le sédiment. Voyons quelques exemples. Voici une empreinte appelée Maussonites. On peut difficilement contester qu'il s'agit d'une structure organique. Certains ont proposé qu'il s'agissait de l'empreinte laissée par une méduse sur le fond marin, donc un métazoaire. Une autre empreinte ici, appelée Ediacara, aussi interprétée comme l'empreinte d'une méduse. Celle-ci, allongée avec un segment central appelé charnia, a été considérée comme représentant une sorte de penne de mer, c'est-à-dire comme faisant partie des anthozoaires, les coraux mous. Elle peut atteindre 1 mètre de long. Cette empreinte Sprigina a été interprétée comme un arthropode.
Dickinsonia, un élément commun de la faune des Ediacara, peut atteindre un diamètre de 1 mètre. Il s'agit ici de petits spécimens, l'échelle sur la photo de droite est en pouces. On l'a associé à un ver annélide. Puis, il y a des sortes de disques qui ne ressemblent à aucun animal connu, comme ce Tribrachidium. La première réaction des paléontologues a été de voir ces fossiles comme représentants des organismes connus, les ancêtres d'organismes plus récents. Un paléontologue allemand, Adolf Seilacker, une sommité dans son domaine de recherche, l'étude des pistes des traces fossiles, a proposé une façon tout à fait différente de voir ces empreintes. Disons que les spécialistes des traces fossiles, des pistes fossiles, sont capables, un peu comme le détective est capable aujourd'hui, à partir des traces laissées par l'assassin, de déterminer le poids, la taille, le sexe ou la démarche de l'assassin. Donc, ces spécialistes sont donc capables de déterminer quel type d'organisme a laissé telle ou telle trace. Pour Seilacker, donc, les organismes des Ediacara n'ont pas fonctionné comme leur supposé équivalent récent. Seilacker a baptisé ces organismes les vendobions. En utilisant les principes de la morphologie fonctionnelle, il a conclu que les vendobions n'ont pu fonctionner comme leur supposé équivalent moderne, malgré une certaine similitude superficielle de leur apparence extérieure. Ils appartiendraient plutôt à un même groupe taxinomique, dans la mesure où ils ne représentent que des variations sur un même plan d'organisation anatomique. Une forme aplatie, divisée en parties formant une sorte de matelassage, d'édredon, constituant peut-être un squelette hydraulique, un peu à la manière d'un matelas pneumatique. Ainsi, sur la rangée du haut, on a des formes à croissance unipolaire, c'est-à-dire partant d'un point et croissant vers un autre point. Ce sont les coraux mous et les vers annélides de l'interprétation traditionnelle. Sur la rangée du milieu, des formes à croissance bipolaire à partir d'une ligne centrale, et sur la rangée du bas, des formes à croissance radiale à partir d'un point central. Ce sont les méduses et les disques de l'interprétation précédente. Dans la mesure où cette organisation ne ressemble à aucune de celles que nous connaissons aujourd'hui, Seilacker conclut que finalement, la faune des Ediacara constitue une expérience unique, distincte dans le développement de la vie, une expérience qui a échoué et qui a constitué une extinction finalement à la fin du Précambrien. Pour lui, il ne s'agissait pas de métazoaires, mais plutôt de protozoaires. Alors vous voyez, c'est une façon différente de voir les choses. Depuis la découverte de cette faune jusqu'à récemment, on croyait que c'était les seuls organismes qui étaient apparus à la fin du Précambrien. Mais voyons maintenant sur ce tableau. Disons d'abord qu'à la frontière des deux grandes ères, protérozoïque et paléozoïque, la dernière période du protérozoïque, c'est le Vendien, et que la première période du paléozoïque est le Cambrien. La faune classique des Ediacara, ces vendobions dont je viens de vous parler, et qui tirent leur nom de cette période où ils ont vécu, s'étend dans le protérozoïque de 600 millions d'années à 544 millions d'années. Il s'est fait beaucoup de travaux de recherche sur la faune des Ediacara ces dernières années. Nous avons appris, entre autres, que cette faune n'est pas monolithique. Elle n'est pas uniquement composée de vendobions. On y a découvert, entre autres, des traces, des pistes et des terriers fossiles, ce qui implique qu'il y avait des organismes actifs remaniant les sédiments, ainsi que des coquilles qui représentent les premiers squelettes minéralisés. Ces organismes ne pouvaient donc être que des métazoaires. La faune des Ediacara montre en fait, dans l'intervalle de 56 millions d'années où elle a vécu, une évolution dans sa diversité. Les assemblages de moins 600 millions d'années présentent une diversité très faible. En fait, il ne s'agit que de simples disques de type vendobion, sans aucune structure de remaniement ni de petites coquilles. À partir de moins 570 millions environ, on note une augmentation de la diversité avec un apogée vers 550 millions d'années, où apparaissent les coquilles. À moins 544 millions d'années, c'est l'extinction subite d'une grande partie des organismes des Ediacara, dont les énigmatiques vendobions.
Il reste encore pas mal de chemin à faire avant que l'on comprenne bien cette faune des Ediacara. Mais on peut dire d'ores et déjà qu'à côté de cette faune classique, que sont les vendôbillons, qui n'étaient peut-être pas des métazoaires, il y avait des organismes actifs, certainement des métazoaires, qui remobilisaient les sédiments et une faune coquillère à squelette minéralisé. Une étape importante de l'évolution des métazoaires, c'est la minéralisation des squelettes. De ce point de vue, une autre faune qu'on a nommée la faune tomosienne a longtemps été considérée comme une faune clé. Celle-ci tire son nom de Tomot, une petite ville de Sibérie. Comme la faune des Ediacara, elle est aussi reconnue un peu partout au monde. Elle est apparue il y a 530 millions d'années et fut de courte durée, quelques millions d'années seulement. Jusqu'à ces dernières années, on la considérait comme la première faune dotée de parties dures. Elle contient certains organismes d'aspect moderne, mais la plupart consistent en de minuscules lames, tubes, aiguilles, calottes ou coupoles d'affinité incertaine comme illustré ici. Remarquez la dimension très petite de ces fossiles. Les paléontologues l'appellent la faune à petite coquille. Il s'agit peut-être simplement de fragments épars des premiers types de coquilles encore imparfaitement constituées. Peut-être que ces pièces recouvraient des animaux bien connus et que ceux-ci développèrent plus tard des coquilles plus élaborées. Mais peut-être aussi que la plupart des étrangetés tomosiennes représentent des organismes uniques en leur genre, qui sont apparus précocement et qui sont disparus rapidement. Dans cette faune, on retrouve des organismes importants qui ont été les premiers à construire des édifices calcaires qu'on appelle des récifs. Ce sont des éponges à squelettes bien calcifiés qu'on appelle des archéocyates. Tous ces fossiles blancs là, sur cette photo. Mais la découverte récente d'organismes à squelettes minéralisés dans des couches de la fin du Précambrien et du début du Cambrien, entre moins 550 et moins 540 millions d'années, donc en partie contemporaine de la faune des Ediacara, reporte l'apparition de la minéralisation des squelettes antérieurement à la faune tomosienne. La troisième faune de cette période clé de l'évolution des métazoaires, c'est la faune du Big Bang, cette fameuse faune des schistes de Burgess. Nous allons nous pencher maintenant sur cet événement très important pour notre compréhension de l'évolution. Le schiste de Burgess se trouve dans le parc national de Yoho, en Colombie-Britannique. Le schiste dont il est question, c'est un schiste argileux, une roche sédimentaire formée à partir de l'induration d'une boue. C'est une roche très commune à la surface de la planète. Ce qui distingue ce schiste, c'est qu'il contient une faune unique dans toutes les archives paléontologiques. Les animaux de Burgess vivaient probablement sur des talus de boue accumulés au pied d'une muraille érigée par des récifs algaires où se produisaient périodiquement des coulées de boue qui enfouissaient une partie de la communauté. Ce genre d'habitat ne constitue pas une situation exceptionnelle, mais est tout à fait ordinaire. Et on ne peut invoquer de particularités écologiques pour expliquer la singularité de la faune de Burgess. Ce qui est exceptionnel ici, c'est la conservation des parties molles de plusieurs de ces organismes qui s'est faite sans doute à la faveur de l'enfouissement rapide causé par les coulées de boue. L'absence d'oxygène et de nécrophages dans le milieu d'enfouissement expliquerait la conservation. Cette faune de Burgess n'est pas restreinte au seul site du parc de Yoho. On l'a retrouvée ailleurs au monde. Et donc, comme dans le cas de la faune des Ediacara, elle représente une étape importante dans le développement de la vie sur la planète. Le site fossilifère de Burgess a été découvert en 1909 par le paléontologue Charles Doolittle Walcott, qui était alors secrétaire, c'est-à-dire grand patron, de la prestigieuse Smithsonian Institution de Washington. Il a consacré finalement une bonne partie de sa carrière à décrire cette faune jusqu'à sa mort en 1927. Vers la fin des années 60, la Commission géologique du Canada a compris l'importance de cette faune et a donc décidé de procéder à une actualisation de sa description.
Comme Walcott était un expert des arthropodes et surtout des trilobites, et qu'il avait donc décrit beaucoup de trilobites dans cette faune, la commission géologique a donc décidé de s'adresser à un spécialiste des trilobites, Harry Whittington, de l'Université de Cambridge, qui, avec deux de ses étudiants au doctorat, Simon Conway Morris et Derek Briggs, a commencé donc à décrire cette faune. Ce qui s'annonçait comme un travail, disons, relativement aisé, peut-être même un peu routinier, s'est avéré finalement une aventure passionnante. Mais revenons un peu à Walcott. Walcott était un spécialiste des arthropodes, en particulier des trilobites. Et en accord avec les vues de son époque, il fallait qu'une faune cambrienne soit l'embryon des faunes subséquentes et que par conséquent, il fallait qu'il classe ces organismes dans des groupes déjà connus. C'est ce qu'il fit en les classant parmi les arthropodes. La force de l'équipe de Whittington, ça a été de sortir de ce carcan de l'ancêtre à tout prix et de faire une description sans préjugés. C'est ce qui leur a permis donc de reconnaître plusieurs formes représentant des plans d'organisation anatomique inconnus aujourd'hui. Compte tenu de la conservation particulière des animaux de Burgess, ces chercheurs ont fait un véritable travail de bénédictin. Disons d'abord qu'une boue peut contenir jusqu'à 90 % d'eau au moment de son dépôt. Lorsqu'elle se compacte sous le poids des sédiments, l'eau est expulsée et évidemment son volume diminue drastiquement. Les animaux qui vivaient sur cette boue et qui ont été ensevelis dans la boue ont donc connu le même sort. Sous la pression des sédiments, leurs parties molles se sont retrouvées aplaties et en même temps débarrassées des volatiles de la matière organique. Il ne restait donc qu'une mince galette de carbone. Voici une photo de ces schistes de Burgess. C'est dans ceux-ci que se retrouvent aplatis ces fameux fossiles. C'est cette conservation des corps mous qui fait l'unicité de cette faune. Les trois chercheurs de l'équipe de Whittington ont dû décortiquer des centaines de spécimens feuillet par feuillet pour arriver à reconstituer en 3 dimensions les organismes qu'ils représentaient. Voici quelques exemples des résultats qu'ils ont obtenus. Voici le fossile Opabina à gauche, tel qu'il apparaît dans la roche, et à droite, le dessin réalisé par les chercheurs. On y voit plusieurs plèvres, une sorte de trompe à l'avant de l'animal, puis des protubérances au-dessus de ce qui apparaît comme la tête. Voici un autre spécimen de la même espèce, mais cette fois écrasé différemment. La trompe est repliée sur l'animal et les protubérances sur la tête sont mieux exposées. C'est à partir de l'observation de plusieurs spécimens écrasés dans diverses positions qu'on a pu reconstituer l'animal Opabina. Un animal avec une trompe frontale terminée par une pince, 5 yeux sur le dessus de la tête, des segments du corps portant des branchies et une queue en 3 segments. C'est ainsi qu'on a pu reconstituer plusieurs autres animaux qui apparaissent pour le moins bizarres. Dinomyscus, un animal porté sur une tige, montrant les orifices de la bouche et de l'anus au fond du calice. Malgré les apparences, il n'y a rien à voir avec les échinodermes. Nectocaris, énigmatique, ressemblant beaucoup à un arthropode dans sa partie antérieure et à un cordé doté d'une nageoire caudale dans sa partie postérieure. Anomalocaris, avec une bouche circulaire qui a été pris à tort pour une méduse par Walcott et une paire d'appendices préhenseurs. Cet animal devait être la terreur du temps car on trouve des spécimens atteignant 1 mètre de long. Wiwaxia, couvert de sclérite dans la position où peut-être il rampait sur le fond marin. Hallucigenia, c'est un cas très intéressant. À droite, un des spécimens qui a donné de sérieux maux de tête à Conway Morris. C'est à partir de tous les spécimens du site de Burgess qu'il a examiné qu'il a pu faire la reconstitution suivante. Un animal à corps allongé avec d'un côté 7 paires d'épines droites, rigides et non articulées sauf à la jonction du corps, et de l'autre côté une seule rangée de 7 appendices flexibles. Conway Morris n'avait donc aucun autre choix que de conclure que l'animal devait se déplacer sur ses paires d'épines comme sur des échasses.
Essayez d'imaginer un peu un animal qui se déplace sur des échasses rigides pointues dans de la boue, ce qui était le substrat où vivaient les animaux de Burgess. Hallucinant, n'est-ce pas? Vous comprenez donc le nom d'hallucigénia dont l'a affublé Conway Morris. C'était là la reconstitution de l'hallucigénia à partir des spécimens du schiste de Burgess. Ce n'est qu'en 1992 qu'on a découvert en Chine des spécimens beaucoup mieux conservés que ceux du schiste de Burgess, montrant en fait que les appendices flexibles que Conway Morris voyait sur le dos de l'animal se trouvaient par paires. Ces appendices étaient certainement mieux adaptés à la marche dans la boue que les échasses de Conway Morris. Cette découverte venait résoudre une des énigmes de la faune de Burgess. Ainsi orientée, Hallucigénia s'apparente à des organismes connus, les onychophores, des animaux de la forêt pluviale tropicale et tempérée. La grande spécificité de la faune de Burgess, c'est la présence d'organismes qui représentent des formes qui demeureront inconnues dans la suite des temps géologiques. On compte, par exemple, 8 embranchements, 8 phylums qui n'ont pas survécu. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec la zoologie, disons que le phylum, c'est la catégorie la plus élevée dans la hiérarchie zoologique. Les phylums sont distingués entre eux par des organisations anatomiques fondamentales, on dit souvent des plans de vie. Voyons d'un peu plus près cette diversité biologique de la faune de Burgess. Aujourd'hui, nous dénombrons une trentaine environ de phylums avec plus d'1 million d'espèces. Dans la faune de Burgess, pratiquement tous ces phylums, sauf peut-être un, les bryozoaires, étaient présents, plus 8 qui sont disparus. On comptait 120 genres, dont 87 à corps mou sans squelette minéralisé, 171 espèces et 40 problématica, c'est-à-dire des formes qu'on arrive mal à décrire ou qu'on ne peut pas classer nulle part. Les chances d'y découvrir de nouveaux types d'organisations sont fortes. On y voit donc que la diversité au niveau des phylums était plus élevée au temps du Burgess qu'aujourd'hui, ce qui est l'inverse cependant au niveau des espèces. Un autre exemple qui va dans le même sens concerne les arthropodes. Ceux du Burgess possédaient 24 plans différents d'organisation anatomique avec 59 espèces seulement, alors que chez les arthropodes post-Burgess, comme aujourd'hui, il n'en reste que 4 avec des centaines de milliers d'espèces. La faune de Burgess est apparue il y a 528 millions d'années et est brusquement disparue à moins 510 millions d'années. Elle représente une augmentation subite de la diversité biologique. Les 500 millions d'années suivants n'ont vu naître aucun embranchement nouveau, seulement des variantes sur des modèles de base établis. La grande conclusion à laquelle sont arrivés Whittington et ses collaborateurs, c'est que la faune de Burgess présente, avec un beaucoup plus petit nombre d'espèces, une diversité des plans d'organisation anatomique bien plus grande que la gamme que l'on peut observer actuellement dans le monde entier. En un instant géologique, au début du Cambrien, presque tous les phylums modernes ont fait leur apparition, en même temps qu'une vaste gamme de formes animales qui représentent autant d'expériences anatomiques, mais qui n'ont pas survécu très longtemps. J'allais oublier de vous mentionner. Fort heureusement pour nous, il y avait dans la faune de Burgess un petit cordé qui a réussi à passer à travers la décimation de 510 millions d'années et qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Durant toute la période qui va du début du Cambrien, c'est-à-dire du Big Bang jusqu'à la fin du Dévonien, soit en gros la première demi du Paléozoïque, une période de quelques 140 millions d'années, la vie était principalement confinée aux mers. Cette vie s'organisait. Il y avait une prolifération de genres et d'espèces à l'intérieur des phylums déjà établis, mais aucun nouveau plan de vie. La vie benthique, c'est-à-dire celle qui se situe sur les fonds des mers, était constituée d'une grande variété de formes, comme par exemple les brachiopodes, qui se divisent en communautés diverses en fonction de la profondeur d'eau et du substrat sur lequel ils vivent. Les mollusques, moules, palourdes, colimaçons, abondent dans diverses zones écologiques.
Il y avait aussi les trilobites qui vivent dans la vase et qui seront pratiquement décimés à la fin du Dévonien. Un seul petit groupe survivra jusqu'à la fin du Permien à 245 millions d'années, où les trilobites seront alors complètement effacés de la planète. Les échinodermes, étoiles de mer et surtout les lys de mer qui ont formé par endroits de véritables prairies acrinoïdes. Les éponges aussi ont proliféré par endroits. Dès le Silurien, c'est-à-dire il y a 435 millions d'années, ce fameux écosystème récifal dont je vous ai déjà parlé dans une émission précédente était implanté. Il n'était pas, comme aujourd'hui, dominé par les coraux, même si par endroits les coraux étaient bien présents. L'écosystème était dominé par des organismes aujourd'hui disparus, un groupe d'éponges à squelettes massivement calcifiés, les stromatopores. Chez les groupes nectoniques, c'est-à-dire ces organismes qui vivent entre deux eaux, il y avait les mollusques qui vivaient dans une coquille conique, droite ou enroulée, comme le Nautilus actuel. Voici de beaux exemples qui ont été dégagés sur cette couche de roches sédimentaires du Dévonien du Maroc. On y voit une conque droite, un orthocère qui mesure 1 mètre de long et des conques enroulées, des goniatites. Puis il y avait des poissons. En fait, on a presque envie de dire que le Dévonien, c'est l'ère des poissons. Les premiers poissons étaient des poissons sans mâchoire, ce sont les agnates. Ils sont apparus vers la fin du Silurien, il y a 410 millions d'années, et sont pratiquement tous disparus au Dévonien. Le seul survivant de ce groupe est la lamproie actuelle. Rapidement, ils ont donné naissance à 3 grands groupes de poissons à mâchoire. D'abord, les placodermes. Ce sont des poissons cuirassés dont le corps est protégé par une véritable armure fabriquée de plaques de carbonate de calcium. Le célèbre Botryolépis du site fossilifère de Miguacha, en Gaspésie, est un bel exemple de ces poissons cuirassés. On croit qu'il s'agissait de poissons qui vivaient au ras des fonds marins. Ces placodermes se sont complètement éteints à la fin du Dévonien. Les agnates ont aussi donné naissance aux poissons cartilagineux, les sélaciens. Il s'agit entre autres des requins qui, comme vous le voyez, remontent à près de 400 millions d'années. Évidemment, ce groupe de poissons cartilagineux vit encore aujourd'hui. Finalement, les agnates ont aussi conduit aux poissons osseux, d'abord primitifs, comme ce groupe particulier, les crossoptérygiens, dont le seul survivant est le fameux sélacanthe, Latimeria, qui vit dans l'archipel des Comores en Afrique et qu'on qualifie de fossiles vivants, puis des poissons osseux comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les crossoptérygiens ont donné naissance aux premiers amphibiens, en passant par un groupe de tétrapodes primitifs. Tétrapodes, ça signifie des animaux à 4 pattes. Un groupe de tétrapodes primitifs, donc les stégocéphales, à la fin du Dévonien, soit autour de moins 370 millions d'années. Cette histoire de l'évolution des poissons au Dévonien nous est connue par 2 localités fameuses, celle des Vieux Grès Rouges d'Écosse, qui contient des poissons lacustres, et celle de Miguacha en Gaspésie, qui contient de très beaux spécimens de poissons estuariens. Tout ceci nous amène inévitablement à discuter maintenant du passage de la vie aquatique à la vie sur la Terre à l'air libre. C'est là un des jalons très importants de l'évolution. On peut se demander comment et pourquoi certains organismes ont décidé de quitter l'eau pour aller sur la terre ferme. Lorsqu'on discute de la venue des vertébrés sur la terre ferme, on laisse souvent l'impression que le milieu était totalement dénudé de vie, que ces pauvres bêtes sont arrivées dans un désert. C'est pourtant pas le cas. Les premières formes de vie à coloniser le milieu continental ont probablement été les cyanobactéries. Vous vous souvenez, on a dit qu'elles étaient arrivées en masse vers 2,8 milliards d'années. Les algues vertes au Cambrien étaient déjà dans les milieux marins. Elles sont passées à la terre ferme vers la fin de l'Ordovicien, début du Silurien, et elles ont procédé à l'implantation de la végétation terrestre, en inventant 2 processus importants, les spores pour la reproduction et les racines pour l'alimentation.
Puis à la fin du Silurien, ce sont les plantes vasculaires qui ont suivi, c'est-à-dire ces plantes qui ont des cellules capables de transporter l'eau. En ce qui concerne les animaux, on a de bonnes évidences pour dire que à la fin du Dévonien, lorsque les amphibiens sont arrivés sur la Terre, déjà certains groupes d'animaux y étaient déjà, comme par exemple les escargots, les araignées, les scorpions et même les insectes. Ces vertébrés qui voulaient quitter l'eau pour la terre ferme ont eu à résoudre un certain nombre de problèmes. Problème de la pesanteur d'abord. La colonne vertébrale des poissons est adaptée à la nage. Il a donc fallu qu'elle s'adapte à supporter le poids des viscères, donc une force dirigée vers le bas. Problème de locomotion. Les nageoires des poissons sont adaptées pour un mouvement de natation. Il fallait donc qu'elles s'adaptent pour un mouvement de marche, ce qui est totalement différent. Troisième problème, c'est un problème de dessiccation, le dessèchement, un problème qui n'a pas véritablement été résolu par les amphibiens qui sont toujours demeurés près des points d'eau. Un autre problème est celui de la reproduction. Les poissons pondent leurs œufs dans l'eau et les amphibiens ont continué à pondre leurs œufs dans l'eau. Enfin, un dernier problème que les amphibiens semblent avoir réglé relativement facilement, c'est l'utilisation de l'oxygène. Les poissons utilisent l'oxygène dissous dans l'eau alors que les amphibiens sont capables d'utiliser l'oxygène libre de l'air. En somme, on peut dire que les amphibiens ont réussi à mettre au point toutes sortes d'innovations technologiques, particulièrement au niveau du transport des charges et de la mécanique du mouvement, ce qui leur a permis de se tenir debout et de pouvoir se déplacer à la surface des continents. Par contre, ils sont restés tributaires de l'eau, particulièrement au niveau de la reproduction. À l'arrivée des amphibiens sur Terre, la grande forêt commençait son développement. C'est dans la seconde moitié du Carbonifère, vers les 320 millions d'années, que la grande forêt de type équatorial s'est développée. Pour vous donner un échantillonnage de cette forêt, il y avait de grands arbres à écailles, l'épidodendron, à très haut port. On connaît des troncs fossiles qui atteignent 35 mètres de longueur et on estime la hauteur totale de l'arbre à plus de 40 mètres. Il y avait aussi Cordaïtes, un grand arbre de 30 mètres élancé avec un tronc de 60 cm de diamètre avec de longues feuilles. Puis un grand arbre columnaire, Sigillaria, mesurant 30 mètres et plus, terminé par des bouquets de longues feuilles d'1 mètre. Il y avait des arbres fougères pouvant atteindre les 20 mètres de hauteur avec un tronc de 60 cm de diamètre. Finalement, Calamites, plante arborescente ou semi-arborescente, croissant en bordure des plans d'eau, formant un axe dressé de 15 à 20 mètres, une sorte de prêle géante. Comme on l'a vu lors de notre discussion sur les grands cycles biogéochimiques, cette nouvelle forêt a contribué à accumuler des quantités énormes de charbon. De là le nom de Carbonifère pour cette période géologique. Par la suite, on n'a jamais connu de quantité de charbon aussi importante. Selon les archives paléontologiques, les reptiles seraient apparus au début du Carbonifère. Je saute des étapes et disons que ces reptiles, qui étaient très petits au début, ont donné naissance aux grands sauriens, c'est-à-dire les dinosaures qui ont dominé le Mésozoïque, principalement aux périodes Jurassique et Crétacé. Et puis, à la fin du Crétacé, ces grosses bêtes ont été terrassées et sont complètement disparues de la carte. Et c'est grâce à cette décimation, si les mammifères, qui étaient tout petits jusque-là, ont connu un essor qui les a amenés où ils sont aujourd'hui, incluant notre espèce, l'Homo sapiens. Mais pourquoi sont donc disparus ces grands dinosaures? Je viens de vous parler de décimation, d'extinction des dinosaures. Ça nous amène donc à discuter de ce sujet de l'extinction des espèces à travers les temps géologiques. Depuis passablement longtemps, les archives paléontologiques nous avaient dit qu'il y avait eu des grands chambardements de la vie à travers ces temps géologiques. Ces grands chambardements correspondent à ce qu'on appelle des extinctions de masse, qui ont forcé la vie à se réorganiser périodiquement.
On considère que la biodiversité actuelle constitue à peu près 1 de ce qu'elle a été dans le passé géologique. En clair, ça veut dire que 99 des espèces se sont éteintes. Cependant, cette extinction n'est pas linéaire. Elle n'est pas faite uniquement par le remplacement progressif des espèces par d'autres espèces selon la sélection naturelle. Ça ne veut pas dire que ce type de remplacement n'a pas existé, mais il n'est pas le seul. Les processus de l'extinction des espèces se sont souvent faits par soubresauts. Plusieurs de ces soubresauts ont été répertoriés à travers les temps géologiques par les paléontologues. J'ai indiqué ici seulement les 5 grandes extinctions de masse qui ont marqué le cheminement de la vie. À la fin de l'Ordovicien, autour de moins 440 millions d'années, un tiers de la faune marine s'est éteinte. À la fin du Dévonien, à moins 367 millions d'années, l'écosystème récifal, entre autres, a été fortement atteint. À la fin du Permien, à moins 245 millions d'années, c'est la plus grande crise. On évalue qu'environ 90 à 95 des espèces sont disparues de la surface du globe. À la fin du Trias, à moins 208 millions d'années, les organismes nectoniques ont été particulièrement affectés. Et finalement, à la fin du Crétacé, à moins 66 millions d'années, c'est la fameuse disparition des dinosaures. On parle ici d'extinction de masse, c'est-à-dire l'extinction d'espèces non apparentées et qui ont des constitutions différentes. Ceci est un point important à comprendre pour saisir les causes de ces extinctions de masse. Certains événements peuvent causer l'extinction d'une espèce sans nécessairement affecter les autres. Par exemple, un virus, le virus du VIH chez l'homme, pourrait causer la disparition de cette espèce sans nécessairement affecter les autres espèces à la surface de la planète. Pour expliquer les extinctions de masse, il faut donc trouver des causes universelles. On discerne 2 grands groupes de causes, les causes biologiques et les causes physiques. Au chapitre des causes biologiques, on pense en termes d'effondrement de vastes systèmes écologiques. Il y a 2 conceptions qui s'opposent. Certains considèrent que les communautés animales et végétales sont des systèmes délicats, formés de dépendance et d'interaction, en équilibre harmonieux, mais facilement perturbables. Donc que les systèmes écologiques sont fragiles. Ces systèmes sont vus comme le résultat de millions d'années d'adaptation réalisées dans le cadre de l'évolution et que, par conséquent, à retirer une seule pièce du système risque de tout détruire. Pour d'autres, c'est là une vision angélique du monde vivant. Pour eux, les communautés seraient plutôt une collection d'espèces dont les habitats se trouvent coïncidés par hasard dans l'espace, chacune des espèces s'efforçant de vivre du mieux qu'elle peut, se nourrissant de tout ce qui se présente et en étant opportuniste. Ceci a une importance très grande pour notre compréhension des extinctions. Si la première vision est la bonne, des événements anodins qui peuvent arriver tous les jours vont causer des extinctions de masse en tuant une seule espèce. Si, au contraire, c'est la seconde vision qui est la bonne, il faudra des événements extraordinaires pour exterminer plusieurs espèces à la fois. Au chapitre des causes physiques, celles qu'on a le plus souvent invoquées dans le passé pour expliquer les extinctions de masse, ce sont les changements climatiques et les variations du niveau des mers qui en découlent, reliées aux glaciations. Outre les glaciations, on invoque la répartition spatiale des masses continentales et des océans selon la tectonique des plaques, un facteur important contrôlant la circulation océanique. Ou bien des périodes de volcanisme exceptionnels qui auraient fortement influencé les climats. Et la cause qui a présentement la vogue, c'est la chute de grandes météorites. Pour bien voir ce qu'est une extinction de masse, nous allons disséquer l'extinction qui a fait couler le plus d'encre, qui, depuis la grande popularité des dinosaures, frappe l'imagination populaire. Il s'agit de l'extinction de la fin du Crétacé, celle qui marque cette limite entre 2 grandes ères, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Durant des décennies, les paléontologues et les amoureux des grosses bêtes ont cherché la cause de la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Plusieurs explications ont été mises de l'avant, des explications principalement centrées sur la vision darwiniste de la sélection naturelle, comme par exemple la compétition entre les espèces ou encore la mésadaptation de certaines fonctions qui auraient amené les mal adaptés à disparaître,
ou encore les adversités de la vie ou du milieu qui fait qu'on doit s'adapter ou disparaître. Précisons qu'il y a une donnée fondamentale à considérer, c'est qu'il n'y a pas que les dinosaures qui sont disparus. En même temps qu'eux, 75 % des espèces sont disparues de la surface du globe. Au début des années 80, on s'est affranchi de cette recherche des causes dites normales pour s'aventurer vers des causes plus extrêmes. Cet affranchissement, il est venu de deux chercheurs, Walter et Luis Alvarez, père et fils, l'un physicien, prix Nobel de physique, l'autre géochimiste. Et ils ont proposé que l'extinction de la fin du Crétacé aurait été causée par la chute d'un astéroïde qui aurait projeté des tonnes de matériaux dans l'atmosphère et profondément bouleversé les conditions de vie à la surface de la planète. Ces deux chercheurs ont eu l'idée de vérifier si non seulement la vie, mais les sédiments avaient aussi enregistré un événement important qui pourrait expliquer l'extinction. Ils ont choisi d'analyser une séquence de roches sédimentaires à grains très fins, des schistes, qui justement contiennent les couches de cette limite du Crétacé tertiaire. Ce n'est pas la véritable séquence qu'ils ont étudiée que je vous montre ici, là, c'est uniquement pour l'exemple. En d'autres termes, ils ont étudié une séquence continue qui présentait les couches sous la limite, à la limite et au-dessus de la limite Crétacé tertiaire. Ils espéraient donc pouvoir déceler des changements, si changements il y avait. Ils ont découvert une anomalie géochimique très importante au niveau de la limite, une concentration anormalement élevée en iridium. L'iridium est un élément très rare dans les roches terrestres, mais pas dans les cailloux qui nous viennent du ciel, les météorites. Cette météorite, lorsqu'elle a frappé la surface de la planète, elle a fait comme toutes les grosses météorites, elle s'est vaporisée, pulvérisée littéralement et a projeté dans l'atmosphère une quantité énorme de poussière. Ces poussières, avec l'iridium, ont été rapidement distribuées à la grandeur de la planète et ensuite sont retombées pour former cette couche qu'on appelle la couche du Crétacé tertiaire. On devrait donc retrouver cette anomalie en iridium partout où on retrouve cette même couche, et c'est justement le cas. Depuis, plusieurs autres observations sont venues confirmer ou appuyer cette hypothèse. Entre autres, on a trouvé dans cette couche des quartz choqués, c'est-à-dire des quartz qui ont subi une très grande pression avec des sphérules de verre qui sont caractéristiques des chutes de météorites. On a aussi découvert du carbone, de grandes quantités de carbone qui provenaient de la combustion, suggérant fortement qu'il y a eu de grands incendies à la surface des continents. Et puis, plus récemment, une équipe française a découvert un minéral particulier qui s'appelle la magnétite nickelifère. Cette magnétite nickelifère ne se forme uniquement que lorsqu'une météorite riche en nickel entre en contact avec l'atmosphère oxygénée. On n'a pas de ces magnétites nickelifères sur la Lune parce qu'il n'y a pas, justement, d'atmosphère oxygénée. Mais il manquait toujours l'arme du crime, l'astroblème, ce cratère météorique témoignant de la chute d'une météorite. Il s'agit de l'astroblème de Chicxulub, dans le nord-ouest de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Il a été découvert, finalement, après beaucoup de recherches, au début des années 1990, par des méthodes géophysiques, puisqu'il est enfoui sous plusieurs centaines de mètres de sédiments. Cet astroblème fait plus de 200 km de diamètre et présente un escarpement de 3000 mètres. Il a affecté en partie le continent et en partie le plateau continental peu profond. La dimension de la météorite est évaluée à 10 km de diamètre, de quoi perturber sérieusement l'atmosphère terrestre, d'engendrer un tsunami important, ce qui d'ailleurs a été démontré, de créer un effet de voile et de causer finalement des incendies à l'échelle continentale. Nul doute donc qu'il y a eu une chute de météorites il y a 66 millions d'années. Doit-on pour autant conclure que c'est cette chute de météorites qui a causé la disparition des dinosaures et des centaines de milliers d'autres espèces à la fin du Crétacé? On a démontré qu'à la toute fin du Crétacé, il y a eu sur le continent indien un volcanisme exceptionnellement intense qui a déposé une épaisseur considérable de lave, près de 2500 mètres sur une superficie immense qu'on évalue à plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est ce qu'on a appelé les trappes du Décan. Le terme trappe signifie escalier.
On peut dire que c'est là, en effet, un événement exceptionnel. Un tel volcanisme est susceptible d'avoir singulièrement perturbé l'atmosphère. On n'a qu'à penser aux émissions de CO2. On a évalué que ces émissions étaient 10 fois plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec une intensification de l'effet de serre, une augmentation des températures, des changements climatiques. On peut penser aussi, à cause des émissions de SO2, le dioxyde de soufre, qu'il y a eu des pluies acides. La vie, donc, aurait été profondément affectée par ce volcanisme. Nul doute, donc, que ce volcanisme a eu lieu à cette époque. Cependant, est-ce que c'est suffisant pour créer une extinction? Il faut voir que ce volcanisme n'est pas un événement instantané. C'est un événement qui s'est espacé tout de même sur un demi-million d'années. Qui a tué les dinosaures et des centaines de milliers d'autres espèces? De la coïncidence entre deux événements ne fait pas nécessairement une relation de cause à effet. Examinons quelques faits. Voyons d'abord les disparus. Les dinosaures, de gros mangeurs herbivores et carnivores, qui comptaient sur des organismes qui participaient à la chaîne alimentaire reliée aux plantes vivantes, tout comme plusieurs vertébrés terrestres. Une grande partie du plancton qui, de toute évidence, dépend de la photosynthèse, et presque tout le benthos marin constitué en grande partie d'organismes filtreurs du plancton, tout comme les ammonites et les rudisques qui étaient à l'époque bien adaptés et en expansion. Par contre, il y a eu des rescapés, et il est important de les considérer dans l'analyse. Les mammifères, ils étaient à l'époque tout petits et ne demandaient pas un énorme garde-manger, mais fait très important, ils n'étaient pas adaptés à brouter les végétaux, mais étaient plutôt insectivores, omnivores ou détritivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissaient, entre autres, de détritus laissés dans les lacs, les cours d'eau, les sols, les racines, etc. C'est sans doute ce qui leur a permis de survivre. Les poissons sont aussi détritivores, ainsi que certains coraux. Les plantes terrestres ont pu récupérer probablement parce que leurs spores et leurs graines ont pu patienter et attendre quelques années le retour des temps meilleurs avant de germer. Le cas des oiseaux est intéressant. Ceux qui vivaient en forêt sont disparus à cause de la disparition momentanée de la végétation, alors que ceux des rives marines ont survécu, sans doute se nourrissant de détritus. Il apparaît assez clairement que l'événement qui a causé l'extinction à la fin du Crétacé en est un qui a perturbé la chaîne alimentaire à partir de la photosynthèse. Dans les deux cas, chute de météorites et volcanisme exceptionnel, la quantité de poussière et de gaz qui ont été émis dans l'atmosphère a certainement causé un effet de voile, inhibant la photosynthèse et produisant donc les effets que l'on sait. Peut-être bien, cependant, que le volcanisme à lui seul n'aurait pas été suffisant et qu'il a fallu le coup de grâce de la météorite, ou à l'inverse, peut-être que la météorite n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu le volcanisme exceptionnel. Ou bien encore, peut-être qu'il faut la coïncidence d'au moins deux événements extrêmes pour avoir une extinction de masse. Malheureusement, le temps nous manque pour discuter des autres extinctions de masse. Je vous invite donc à consulter le site Internet où vous verrez qu'il y a peut-être d'autres causes pour ces extinctions. On aimerait bien pouvoir identifier une cause unique à toutes les extinctions et c'est malheureusement peut-être ce qu'on véhicule trop souvent en se référant à la météorite de Chicxulub. Ce serait tellement simple. Pourtant, la paléontologie, la géologie nous enseigne deux choses, que les causes peuvent être multiples et aussi qu'il n'est pas certain qu'une des causes, aussi catastrophique soit-elle, puisse être suffisante pour créer une grande extinction. Il peut être nécessaire d'avoir la coïncidence de deux ou plusieurs événements catastrophiques. N'oubliez pas qu'on parle en termes de temps géologique et qu'il faut placer tout le calcul de probabilité dans cette perspective de temps. L'évolution de la vie à travers les temps géologiques est généralement perçue comme linéaire, une longue marche vers le progrès, réglée par la sélection naturelle. L'iconographie habituelle la représente le plus souvent comme un cône de diversité croissante, un arbre avec de plus en plus de branches, même si, à l'occasion, certaines d'entre elles se sont éteintes, représentées par les traits orangés ici. La paléontologie nous enseigne que cette conception ne correspond vraisemblablement pas à la réalité.
La biodiversité actuelle est très grande au niveau du nombre des espèces à l'intérieur d'un groupe donné. Mais l'explosion du Cambrien a montré qu'au niveau des plans de vie, représentés par divers embranchements, la biodiversité fut plus grande à cette époque qu'elle ne l'a jamais été. Par exemple, on a vu que chez les arthropodes, un groupe aujourd'hui très diversifié qui va du homard au maringouin, seuls 4 plans de base ont survécu sur 24 essais au Cambrien. Rapidement, après la longue vie solitaire des bactéries et des algues, les plans de base ont été établis, plus qu'il n'en fallait même. Il serait plus juste de parler des broussailles de la diversité plutôt que de l'arbre de la diversité croissante. S'il est certain que la sélection naturelle est un processus qui agit sur l'évolution, elle ne saurait être la seule. Si elle était le seul processus à régler l'évolution, cette dernière serait prédictible. C'est ainsi que certains voient dans l'évolution une finalité, sa réussite, l'espèce humaine. Mais on ne peut nier que des événements fortuits, imprédictibles, aléatoires, non contrôlés par la dynamique biologique, sont venus modifier le cours de l'évolution en effaçant de la planète des groupes entiers et forçant à une réorganisation, comme veut l'exprimer ce schéma. Les grandes catastrophes n'ont pas réussi à éteindre complètement la vie sur Terre, mais à chaque fois, un très petit nombre d'espèces ou de genres dans les principaux embranchements a réussi à passer à travers pour se diversifier à nouveau. Des catastrophes aléatoires. Voilà le terme « le hasard ». Le hasard, si Pikaia, ce petit cordé qui se trouvait dans la faune de Burgess, a pu survivre. Le hasard, si les gros dinosaures sont disparus au profit des petits mammifères qui se sont développés et qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Comme l'écrivait Stephen Gould, en somme, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont tiré le bon numéro. Difficile de croire à une finalité. À nouveau, pour utiliser une image de Gould, si on rebobinait la bande enregistreuse à 0 et qu'on la refaisait jouer, quelles sont les chances qu'elle nous raconte encore la même histoire? Très mince. Comme à la fin de l'émission précédente, je voudrais vous présenter quelques bouquins qui sont susceptibles de compléter ce que l'on a vu aujourd'hui. D'abord, un classique, La vie est belle par Stephen Gould. C'est le bouquin qui raconte la belle aventure de la faune de Burgess, la belle aventure de l'équipe de Harry Whittington, comment ils ont réussi à dégager tous ces fossiles et à reconstruire finalement une faune assez exceptionnelle. Un livre particulièrement intéressant pour les biologistes où on traite passablement donc d'éléments biologiques et de zoologie. Un autre livre ici par Stephen Gould, L'éventail du vivant. À mon avis, c'est probablement un de ses meilleurs bouquins. Le sous-titre, c'est Le mythe du progrès. Donc, c'est un peu le testament de Gould. Il y rapporte toutes ces idées qu'il a développées durant sa carrière sur l'évolution. Des bouquins maintenant qui touchent l'extinction des espèces, donc les grandes extinctions de masse. Un premier bouquin ici par David Robb, intitulé « De l'extinction des espèces ». C'est un bouquin qui traite de façon générale de cette extinction et non pas uniquement de l'extinction des dinosaures comme beaucoup d'autres bouquins. La fin tragique des dinosaures, un autre bouquin intéressant par Walter Alvarez, donc un des deux proposeurs de la chute de la météorite. Et donc, il fait ici cette autopsie de cette chute de météorite, comment ils en sont arrivés à proposer cette hypothèse et surtout ce qu'elle implique. Un bouquin ici qui sort un peu des sentiers battus, écrit par Richard Leakey et Roger Lewin, La 6e extinction. C'est un bouquin qui reprend évidemment la théorie de la chute de météorites pour la disparition des dinosaures et qui parle aussi d'extinction de façon un peu générale, qui fait donc le tour de la question. C'est écrit par des gens qui s'occupent de conservation de la faune. Entre autres, Richard Leakey a beaucoup travaillé pour la sauvegarde des éléphants. Et donc, ça met les extinctions dans une perspective future, si on veut.
Et puis, finalement, pour donner la parole à celui qui propose et qui défend l'idée du volcanisme exceptionnel pour la disparition des dinosaures, c'est le bouquin de Vincent Courtillot, La vie en catastrophe. Très intéressant aussi, Vincent Courtillot essaie de mettre le pour et le contre, de faire la balance entre les deux hypothèses, donc volcanisme exceptionnel, mais aussi chute de météorites. Voilà qui termine ce cours. Je vous invite donc, comme à mon habitude, à consulter le site Internet et je vous attends la semaine prochaine.